RCJ, la radio qui lit les livres. L'invité de la rédaction. Une carrière longue, peut-on dire, qui ont fait que j'ai accédé à des connaissances que je n'aurais pu avoir nulle part ailleurs qu'à l'école. Et c'est cette envie de transmettre cela à travers les générations qui m'a poussée à être enseignante, professeure. Vous reproduisez dans votre livre, Isabelle Dignocourt, quelques échanges à différents degrés, différentes étapes de votre carrière, que ce soit avec l'administration ou avec des collègues. Et dès le début, à ce sujet précisément, il y a un certain étonnement de la part de certains quand vous dites que vous voulez être professeur de latin et de grec ancien. On vous prend pour une maso. Oui, enfin pour et vous vous étonnez à juste titre de ces réactions, précisément. Oui, bien sûr. Mais en fait, voilà, c'est un retour aux origines. Le latin et le grec, c'est à l'origine de la langue française. Et c'était une forme de... Je crois que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et donc, pour moi, c'était... cette curiosité qui me poussait à aller chercher derrière la langue française l'origine de la langue et de pouvoir réussir à comprendre comment était formée cette langue. On dit toujours que le français est une langue extrêmement difficile à apprendre. Même les étrangers disent que c'est une langue très complexe à apprendre. Et en fait, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Et donc, du coup, aller chercher à l'origine de la langue française, c'était comprendre comment elle fonctionnait et comment elle était construite. Et c'est ça aussi que je transmets à mes élèves. Alors, essayons de comprendre aussi le titre de votre livre, Isabelle Dignocourt, et l'éducation nationale, une machine à broyer. J'y ai lu dans un premier temps et ensuite compris, après avoir lu votre livre, une certaine ouverture, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une machine à broyer, aussi bien les élèves que les professeurs. Exactement, oui. Et ce livre vient aussi de ma volonté de comprendre en fait ce qui se passait et pourquoi on en était arrivé là au fur et à mesure de mes 25 ans de carrière, où je me rendais compte que je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à faire ce que je faisais en début de carrière, et, comme j'ai dit tout à l'heure, transmettre des connaissances et des savoirs à mes élèves. Vous enseignez aujourd'hui dans le privé, comme on dit. On va comprendre pourquoi ce changement. Il y a une chose assez effarante, vous le dites, que votre première désillusion ne correspond pas à votre premier jour de classe, mais même avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, en fait, moi, j'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique. Mes parents, je suis d'origine modeste, ouvrière, et je m'étais jamais imaginée enseigner dans l'enseignement privé. Pour moi, c'était la continuité de ce que j'avais vécu. Je voulais le rendre à l'école publique. Et lorsque j'étais à l'université, après mes classes préparatoires, il fallait que je travaille pour venir aider mes parents par rapport à mes études. Et donc, forcément, je me suis tournée vers l'inspection académique pour faire des remplacements en même temps que mes études. Et là, on m'a demandé si j'étais mobile. Est-ce que j'avais C'est la première question qu'on vous pose. Première question qu'on m'a posée. Je dis voilà comment je fais pour faire des remplacements. On m'a demandé est-ce que vous êtes mobile et quand j'ai répondu oui et pourquoi, on m'a donné un dossier en disant mais c'est très bien, on pourra vous envoyer aux 4 coins de l'académie, vous serez disponible. Mais je fais mes études à Lille. Ah ben oui, mais si vous voulez travailler, vous y arriverez. Voilà ce qu'on m'a répondu. Alors que ensuite, on m'a orientée sur l'enseignement privé et là, j'ai eu un entretien de motivation véritablement avec un conseiller pédagogique qui m'a demandé pourquoi je voulais être professeur, ce que je voulais faire avec les élèves, si j'avais déjà aussi l'habitude d'être, ne serait-ce que l'habitude d'être avec des enfants, non pas l'habitude d'enseigner pour un premier poste, mais au moins l'habitude d'être avec des enfants. Voilà pourquoi je me suis retrouvée dans l'enseignement privé catholique et j'y ai trouvé ma place. Donc voilà, j'y suis restée avec bonheur. De plus en plus de parents, vous êtes dans l'académie, dans le nord de la France, Isabelle Dignocourt, mais cela se retrouve un peu partout à travers le pays. De plus en plus de parents se tournent vers l'enseignement privé, au détriment évidemment donc de l'éducation nationale. Cet enseignement est parfois religieux, même si les parents eux-mêmes n'adhèrent pas à la religion de l'établissement dans lequel ils inscrivent leurs enfants. C'est la reconnaissance d'une qualité d'un enseignement qui n'est plus possible de donner dans l'école publique. Malheureusement, oui, je pense les établissements d'enseignement privé sous contrat ont ce qu'on appelle une liberté pédagogique et une liberté d'organisation au sein de l'établissement. Donc, ils peuvent choisir, par exemple, de garder les élèves très tôt le matin et de ne les laisser repartir
que tard le soir, et de ne pas changer les horaires, etc. Il y a des choses qui se font au nom de cette liberté pédagogique que malheureusement dans les enseignements, dans les établissements publics, ça ne se fait plus, et c'est peut-être sans doute pour ça que les parents se tournent vers l'enseignement privé. Après, ça dépend aussi toujours des établissements. Il y a d'excellents établissements publics qui arrivent à s'en sortir et qui ont des équipes formidables, j'en connais, et des professeurs qui sont formidables et qui donnent tout pour leurs élèves. Et à l'inverse, dans l'enseignement privé, il y a des établissements aussi où ça fonctionne pas très bien. Enfin, je veux dire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans un lieu ou dans un autre. Loin de là. On nous dit que souvent, bien souvent, les problèmes rencontrés à l'éducation nationale sont liés au budget, à l'argent, alors que c'est, sauf erreur de ma part, le premier, si ce n'est le deuxième budget de l'État. Clairement, c'est un problème d'argent, un problème de formation, de recrutement des profs. Vous nous parliez, et vous l'écrivez dans votre livre, les entretiens plutôt relatifs qui peuvent avoir lieu. Selon vous, où est à placer l'aiguille du problème? Est-ce c'est un problème de moyens, clairement, un problème budgétaire, ou un problème humain? Alors le problème de moyens, c'est pareil, j'ai cherché, je me suis rendu compte effectivement que le budget était absolument faramineux. Je me pose toujours la question de savoir où il passe quand même, clairement. Le problème de la formation et du recrutement des professeurs est effectivement un problème essentiel et central sans doute. Aujourd'hui, on a une véritable crise du recrutement et de la vocation. Quand on pose la question dans notre entourage, qui veut être professeur? Moi, j'ai moi-même 4 enfants, pour l'instant, il n'y a pas un qui y songe. Un problème de recrutement, si je puis dire, qui se retrouve à tous les étages, puisque vous constatez dans votre livre, l'éducation nationale, une machine à broyer, qu'en 25 ans de carrière, vous avez connu 13 ministres de l'éducation. Comment ça se fait? Alors ça, comment ça se fait? un peu abasourdi par le chiffre aussi. C'est vrai qu'au bout je fais ma 26e rentrée, je voyais bien que ça défilait. Mais il a fallu que je pose sur le papier les dates et les noms pour me rendre compte que c'était un rythme absolument effréné. Et effectivement, à chaque fois, on a des modifications. Alors quand c'est pour aller dans le bon sens, quand on essaie de garder justement, on voudrait qu'il y ait du bon sens qui soit gardé, tant mieux. Il y a des choses qui ont été faites et sur lesquelles il faudrait absolument revenir et vite. Mais quand on voit que ça va toujours bon an mal an un petit peu dans le même sens, ça finit par être très inquiétant. Et c'est ce que j'ai constaté. Et vous faites le parallèle avec le secteur privé, là, du monde de l'entreprise. Vous dites à quoi ressemblerait une boîte où le patron changerait tous les 2 ans? Ce serait intenable. Exactement, parce que c'est vrai qu'on nous reproche souvent d'être un peu monolithique. On a parlé du mammouth de l'éducation nationale, des professeurs qui ne veulent pas bouger dès qu'on les gêne un petit peu dans leur confort, ils font grève. Voilà. Et en fait, je pense qu'on est vraiment... nous sommes des professionnels extrêmement adaptables. On s'adapte systématiquement et tout le temps. Vous écrivez, on dit à des professeurs qu'ils sont peu enclins au changement. Ils sont en fait un parangon d'adaptabilité. Oui. Exactement, ça n'arrête pas. Et en plus, on nous demande de nous adapter, mais dans le contraire extrême. C'est-à-dire que on peut avoir des formations où on nous dit que ce qui est bien, c'est cela, et quelques années plus tard, on nous dit ah non, faut surtout plus faire ça. C'est complètement l'inverse qu'il faut faire et qui sera vraiment formidable. Et on n'est jamais dans la juste mesure, on est toujours dans l'extrême de l'un ou dans l'extrême de l'autre. Vous dressez le bilan, l'état des lieux, si je puis dire, des grandes réformes qui ont marqué l'éducation nationale ces 20 dernières années. On peut dire qu'il y a, dans les grands changements que vous évoquez, Isabelle Dignocourt, une politique de l'éducation nationale de gauche et une politique d'éducation nationale de droite? Mais au bout du compte, même pas. J'ai le sentiment il y a toujours une espèce d'ombre derrière qui tire un peu les ficelles et on se retrouve tout compte fait. Grosso modo, toujours à peu près vers les mêmes directives. J'ai retrouvé des rapports qui avaient été édités 20 ans plus tôt, et dont on trouve l'aboutissement dans les dernières réformes, les décrets qui sont sortis l'an dernier ou l'année précédente. Donc ça m'a énormément interpellée. Alors c'est vrai que chaque ministre qui arrive, en fonction qu'il soit de droite ou de gauche,
et c'est, je vais dire, de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, on va aller un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. Mais malgré tout, j'ai le sentiment qu'on reste toujours à peu près dans la même ligne. Et donc j'espère, parce que évidemment, quand on voit le mur qui approche, on se dit qu'à ce moment, il va quand même arriver un moment où on va le prendre de face, et ce sont les élèves qui vont prendre ce mur de face. J'espère qu'à un moment donné, il va y avoir, comme je le dis dans mon livre, quelqu'un qui va dire stop, on arrête, et on change complètement de direction. Mais le problème n'est-il pas qu'on souhaite politiser, ou que de fait, l'éducation nationale soit un secteur politisé comme les Alors autres? peut-être, et si c'est ça, c'est vraiment dommage, et si c'est ça, on n'en sortira jamais. C'est vrai que j'ai une proposition importante, je trouve, dans mon livre. C'est, de manière un peu ironique, je l'ai intitulé le Grenelle de la rue de Grenelle, puisque voilà, le ministère est rue de Grenelle, et on est quasiment le seul endroit où on n'est pas envisagé ce fameux Grenelle, où on pourrait se retrouver autour d'une table, tous ceux qui ont un véritable intérêt pour l'enfant et les élèves. Parce que, par exemple, quand on nous parle des rythmes, pour des enfants, et qu'on nous dit que vraiment on va suivre le rythme des élèves. J'ai fait partie d'une zone où pendant 2 années de suite, on a terminé l'année scolaire avec 11 ou 12 semaines entières. Moi, j'étais au collège. Franchement, avec les collégiens, c'était déjà pas facile. J'ai 2 enfants qui étaient en primaire. Ça a été très très compliqué. J'ose même pas imaginer ce que les professeurs des écoles ont pu vivre avec leurs petits bouts de 2 ou 3 ans, les dernières semaines du mois de juin et la première semaine de juillet. Et pourtant, on a l'impression, vu de l'extérieur, Isabelle Dignocourt, que ce domaine de l'éducation est extrêmement sectorisé. Il y a les régions, il y a les académies, il y a peut-être l'importance effectivement des politiques locales des départements aussi, où on n'a pas l'impression, encore une fois vu de l'extérieur, que tous les textes qui sortent de la rue de Grenelle sont applicables à la lettre partout en France. Eh ben, ça descend, hein, forcément, hein. Ouais. Et on nous demande de les appliquer. Voilà. Après, en fonction des lieux, on utilise de manière plus ou moins forte cette fameuse liberté pédagogique auquel je tiens. J'ai la chance d'être dans un établissement où mon chef d'établissement fait tout effectivement pour qu'on garde un maximum de cette liberté. C'est ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'autonomie. Hein. Donc, voilà. Et la reconnaissance des zones sensibles et des éducations prioritaires, etc., c'est quelque chose qui porte ses fruits sur le terrain? Plus ou moins, ça dépend ce qu'on y fait toujours. Oui. Il y a une phrase dont je voulais avoir une petite explication. Vous écrivez que l'irrespect, donc l'irrespect d'un élève envers un professeur, est le reflet d'un mal-être dont l'adulte doit prendre conscience et qu'il doit regarder avec bienveillance. Quand on connaît le nombre de cas, d'exemples d'incivilité, tels qu'on peut aussi appeler des accrochages entre élèves et professeurs, j'y ai presque vu une sorte d'angélisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme de bienveillance dont doit faire preuve l'adulte envers l'élève? Et je me suis un petit peu amusée avec ça, effectivement, parce que on nous parle beaucoup de bienveillance. J'aime beaucoup ce mot, hein, étymologiquement, ça veut dire bien veiller. Donc bien veiller sur les enfants, c'est-à-dire avoir de l'attention pour eux et faire en sorte qu'ils aillent bien. Et donc on nous demande d'être bienveillants, ce qui est absolument formidable. Je me suis amusée avec cela parce qu'on m'a reproché, j'ai écrit donc une lettre à Madame Vallaud-Belkacem à l'époque où elle était ministre, et on m'a reproché d'être irrespectueuse. D'ailleurs, elle me l'a reproché dans sa réponse. Et en fait, je me suis amusée en faisant le parallèle avec ce qu'on nous demandait avec nos élèves, en disant mais non, je suis pas irrespectueuse, je dis que je vais pas bien. Et c'est ce qu'on nous demande de faire, en fait, d'entendre qu'un enfant ne va pas bien et de l'entendre, quelle que soit la manière dont il nous répond. Et moi, j'ai toujours veillé à entendre que mes élèves aillent bien ou pas, mais jamais sans le cadre, parce que les enfants ont aussi besoin de cadre et d'exigence. Et bien veiller, être bienveillant vis-à-vis de nos élèves ou vis-à-vis de nos enfants, c'est aussi être exigeant pour eux. Je pense que la bienveillance qui ne va pas de pair avec l'exigence est en fait, au contraire, un profond mépris que l'on peut avoir vis-à-vis de nos élèves. Ça n'est pas les aider à grandir. Un mot également, je n'y avais absolument pas songé. Vous soulignez que vous avez donc connu en 25 ans de carrière 13 ministres, c'est quasiment un tous les 2 ans. Et la toute première phrase concernant Lionel Jospin, qui est votre ministre de tutelle en 89, quand vous débutez Pardon, il est ministre en 89, vous débutez votre carrière, vous, en 91. Vous dites, c'est mon premier ministre de l'Éducation. Il y a une sorte
même si vous n'êtes pas d'accord évidemment avec ces réformes, forcément, que vous êtes un peu attaché à lui. Est-ce que dans les salles de profs, on aime ou on partage l'amour ou le désamour envers son ministre comme ça autour d'un café le matin? Ah oui. Quand je dis je l'aime, je dis je recherche la phrase exacte, mais vous mon affreux avez... Jojo. Oui. Voilà, parce que effectivement, c'est le premier, comme je dis, comme un premier amoureux. Voilà, c'était ça. Oui, quelle que soit l'histoire qu'on vit avec son premier amoureux, il en reste toujours quelque chose. C'est ça. Voilà, soit le soulagement d'en être débarrassé, Oui. soit, enfin, il en reste effectivement toujours quelque chose. En l'occurrence, Lionel Jospin, il en reste la loi 1989 qui a mis l'élève au centre. Alors au départ, voilà, j'avais 19-20 ans à l'époque. L'élève au centre, j'ai trouvé ça absolument formidable. C'était effectivement mon métier, l'élève au centre de ses apprentissages. C'était ça la phrase en entier. Et donc c'était faire en sorte qu'effectivement on puisse amener chaque enfant au meilleur de ce qu'il pouvait apprendre et s'épanouir. Et puis en fait, je me suis rendu compte au fil du temps qu'on avait oublié une part de la phrase, c'est-à-dire que c'est resté l'élève au centre. Et donc un petit peu cet élève qui a tous les droits. Et encore une fois, cette histoire de bienveillance qui n'est absolument pas lui rendre service. Et malgré ce constat un petit peu désabusé, malgré tout, vous gardez le feu sacré, Isabelle Dignocourt. Juste un mot pour conclure, comment s'est passée cette rentrée 2017? Avec mes élèves, oui. Formidablement bien, parce qu'effectivement, ça reste ma passion, et que envers et contre tout, je continue à transmettre des savoirs et des connaissances à mes élèves, et donc je suis très heureuse d'être avec eux et face à eux. Merci Isabelle Dignocourt d'avoir accepté d'être face à nous sur RCJ aujourd'hui pour nous présenter l'Éducation nationale, une machine à broyer que vous publiez aux éditions du Rocher. Il est bientôt 1h moins 10.